churros, glace, chichi, comics à la demande. Qui veut son comics? Bonjour et bienvenue sur la plage de Biscarrosse où nous enregistrons nos petites pastilles de vacances avec Lulu et le copain Adrien. Et moi c'est Sam et je prends enfin la place d'Ike. Youhou, Ike, tu peux pas m'arrêter. Bon voilà, on profite donc de nos vacances, de ce petit coin de serviette surtout sur le sable pour lire nos comics de vacances et vous les présenter en même temps. Donc voilà, et après avoir proposé donc la lecture de Lulu ainsi que la mienne, on va pouvoir présenter celle d'Adrien. Adrien, qu'est-ce que tu as à nous proposer aujourd'hui ? Alors moi j'ai lu un comics qui me faisait de l'œil déjà en l'an 2000 et que j'avais découvert dans les New 52. C'est un comics nommé Dial H for Hero qui vient de ressortir là, après un nouveau reboot en mars 2019. Il y a les 3 premières issues, je me suis dit allez, je lis ça et puis on verra pour Comics Outcast. Je pensais le chroniquer à la rentrée, mais finalement c'est très bien aussi de le faire là. C'est une bonne lecture de plage. Entre nous, c'est une excellente lecture de plage. Alors pour rappeler un petit peu l'histoire de Dial H, c'est un comics qui trouve ses origines en 1966, donc plutôt vieux, hein. C'est d'ailleurs une référence à en fait, le film de Hitchcock sorti finalement pas si longtemps avant, c'est Dial Aim for Murder. Et c'est l'histoire de Robbie Reed, un adolescent complètement nerd, hein, très intelligent et qui a cette drôle d'expression qui dit Sokamagi ou Sokamaji, je sais pas exactement comment on le dit, mais bon, tu sais, c'est le genre de punchline un peu artificiel, la forcée. C'est genre. Ouais, c'est ça, c'est genre, ah tiens, on va inventer une nouvelle punchline en attendant que ça prenne. Bon, je suis pas sûr que ça ait pris, mais bon. Et cet ado, donc, qui tombe dans une caverne et qui découvre ici un combiné téléphonique avec, tu sais, dans ces vieux téléphones en bakélite à cadran, là, tu sais, où tu tournes, voilà. Et donc, alors c'est des symboles, dans l'original, c'est des symboles un peu ésotériques ou je sais pas quoi. Et en fait, quand il arrive à les décoder, parce qu'il est super intelligent, il les décode en anglais. Et il se rend compte que s'il compose les lettres H, E, R, O, il se transforme de façon éphémère en super-héros. Trop bien. Donc genre pour 1 heure ou un truc comme ça. Et la plupart du temps, c'est un héros inédit. C'est-à-dire que c'est un super-héros qu'on n'avait jamais vu. C'est pas des super-héros tirés de... Donc c'est un DC. C'est pas des héros DC, quoi. Sauf une fois au chalet. Et donc le comics évolue. C'est très cool. Voilà. Il y a un renouveau de cette série dans les années 80. Avec un petit twist en termes d'édition, puisque désormais les lecteurs peuvent proposer des héros et les auteurs en fait choisissent parmi toutes les propositions, et donc si tu gagnes, tu gagnes genre un t-shirt, t'es crédité pour l'invention du super-héros, mais bon, bien entendu DC garde tous les droits du personnage. C'est là où tu t'es fait banane. Il y a un event Silver Age, il y a une série en 2003 que j'évoquais tout à l'heure, et puis donc un reboot dans les New 52 dont avait parlé Gaylor, si je me trompe pas, dans l'épisode 52, qui était un des premiers épisodes enregistrés chez moi, donc ça remonte un petit peu. Et donc là, mars 2019, un petit reboot, on en est à l'issue 4. C'est écrit par Sam Humphries, qui a écrit un peu de Uncanny X-Force, un peu de Guardians versus X-Men. Et puis Blackbird. Et Blackbird, exactement. Il a aussi bossé en l'occurrence pour DC, sur le Green Lantern de Rebirth et une série Harley Quinn, donc Zeph doit le connaître également. Dial H for Hero, c'est devenu un comics de l'imprint Wonder Comics, dont Lulu parlait dans la... Hélène Nivrae. Ah oui, Hélène parlait exactement, donc assez récemment. C'est une série, un imprint qui est, comment on dit, curated en français, sélectionné, guidé, par Brian Michael Bendis.
Et donc maintenant, on suit les aventures non plus de Robbie Reed, mais d'un adolescent nommé Miguel Montez, qui, quand il était tout petit, a eu un accident terrible à la piscine, où en voulant faire un salto depuis le plongeoir, en fait, s'est claqué la tête contre le rebord de la piscine. Il était à deux doigts d'y passer. Heureusement, Superman passait par là, lui fait un petit X-ray vision des familles, se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose, mais qu'il l'emmène à l'hôpital. Là, Miguel se rend compte qu'il vit sa meilleure vie, hein, tu vois, il rencontre son idole Superman, qui l'emmène à l'hôpital, et puis il vole en volant, quoi, tu vois. Flash forward, quelques années plus tard, Miguel est désormais un adolescent, coincé dans une petite ville, élevé par son oncle. Alors, il passe les détails, mais en gros, on comprend que ses parents ne sont plus là. Voilà, il s'est passé quelque chose. Et le voilà coincé là à vendre des produits issus de mayonnaise. Ça a l'air complètement horrible. Dans un food truck nommé le Mayo Madness. Et c'est de la bouffe qui a l'air franchement douteuse. Son oncle a l'air franchement douteux lui-même. Ce jeune homme... Et voilà, il est visiblement pas super ravi d'être là, de faire ce métier. Surtout que quand tu as connu voler avec Superman, tout te paraît fade. Et en fait, c'est assez malin, je trouve, d'avoir cet adolescent, tu sais, qui a connu un rush, je pense, l'excitation, l'adrénaline, tu vois, très très jeune, et qui derrière, en fait, finalement, comme une forme d'addiction à ça, tu vois, cherche à revivre ce plaisir. Et donc, naturellement, il est devenu accro au sport extrême. Alors, il fait des figures en BMX, il fait du saut en parachute, enfin bon bref, il fait tout un tas de conneries d'adolescents ou d'adultes, hein, bien sûr, je ne juge pas les adultes qui font des saltos en BMX. Certainement pas. Vient le jour où il doit faire il se met au défi de faire un méga saut périlleux au-dessus d'un ravin, enfin une idée complètement con, qui, comme on pouvait l'attendre, rate, et donc le v'là Tipa en chute libre à l'orée de la mort, donc là on repasse un peu en narration première personne pendant sa chute, où il prie un peu Superman de venir là, enfin de venir à son aide. En fait, c'est comme un petit peu, il parle beaucoup à Superman, en fait, comme dans une sorte de carnet, enfin de journal intime, tu sais, on le voit souvent dire salut Superman, j'espère que tu vas bien, je pense souvent à toi, est-ce que tes parents te manquent, est-ce que, voilà, enfin, tu vois, on voit qu'il a développé une sorte de relation un peu obsessionnelle, compulsive avec Superman. Et pendant sa chute, apparaît soudain à ses côtés un téléphone rouge qu'il sort de nulle part, qu'il décroche en pleine chute libre, et le voilà en lien avec quelqu'un qui se nomme l'opérateur, et qui lui dit si tu veux te sortir de là, compose le H. Et alors là c'est de la pure science-fiction, puisque un adolescent normalement devant un téléphone rotatif avec un cadran rotatif ne sait pas l'utiliser, mais bon, visiblement il sait comment ça marche, donc il met son doigt dans la lettre qui correspond à H. Et oui, les enfants, il a fait ça avant, et il tourne, ça veut dire qu'il compose le H. C'est le numéro 4. C'est le numéro 4 du coup. Il faut avoir composé des textos sur Nokia 3310 pour se souvenir de ça, si jamais, à défaut d'avoir eu un téléphone à cadran. Et soudain, Miguel se transforme. En fait, c'est comme s'il avait invoqué un super-héros qu'on n'avait jamais vu et qu'on ne reverra probablement pas, selon la formule indiquée dans le comics. Et là, en l'occurrence, il s'agit de Monster Truck, un héros que ne renierait pas Grégo, puisque c'est ni plus ni moins qu'un mélange de robot et de full muscle. Moi, j'y vois un peu une référence à Transformers. Ce qui est très intéressant à ce moment-là, c'est que graphiquement, le comics bascule clairement dans un hommage aux années 90 aussi, donc le style graphique s'adapte. Et c'est là qu'on voit toute la puissance de Joe Quinones au pinceau, qui a déjà travaillé sur Howard the Duck, si jamais vous lisez ça. Pardon, petit retour en arrière, on voit que quand Miguel compose le H, il y a plein de gens dans le monde qui le sentent. Alors il y a des gens qu'on ne connaît pas, mais il y a des gens qu'on connaît comme Robin, Lobo, Harley Quinn ou encore Alfred Pennyworth, qui sentent que
tu vois, le cadran, enfin le dial H a été utilisé, quoi. Et donc, il se transforme en Monster Truck. Il retombe et là, il y a une espèce de frénésie, de bagarre pour absolument rien d'ailleurs. Et de punchline. Tu sais, où t'as vraiment l'impression d'être propulsé dans un comics que tu lisais pas. C'est assez étonnant. Et donc, grosse baston, ça jette des voitures dans tous les sens sur des méchants qui sont pas très clairement identifiés. Et voilà. Et le lendemain, se réveille notre Miguel qui a l'impression d'avoir eu un rêve un peu douteux, mais non, en fait il est bel et bien au milieu d'épaves de voitures, et donc ça s'est bien passé. Il a bien amorti sa chute en devenant un Monster Truck et en ayant cassé la gueule de tout le monde. Ici on a le retour d'un personnage qui avait été introduit quelques pages plus tôt, qui est le personnage de Summer Pickles, qui est une autre adolescente coincée dans cette ville, mais qui elle est une fugueuse en série. Alors love interest ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas c'est deux jeunes gens du même âge, et qui lui dit bon allez, maintenant finis les conneries, tu vas pas vendre de la maillot toute ta vie, t'es visiblement une sorte de super héros, on s'enfuit de cette ville. Et c'est la fin de l'issue 1 où on apprend par ailleurs qu'il y a tout un groupe de personnes qui sont en fait en course après ce téléphone, puisqu'il permet de devenir un super-héros, donc c'est un super cadran, c'est un super objet, c'est un super artefact. La suite du comics en fait se déroule un peu comme une sorte de comment on appelle ça, de road movie, avec ces deux adolescents qui fuient avec ce téléphone, qui visiblement confère des pouvoirs magiques, et qu'à chaque fois qu'on compose le H, on devient un super-héros inédit, complètement con quand même à chaque fois, faut le dire. Plus toute une bande de gens qui s'appellent le Thunderbolt Club, qui veulent récupérer absolument ce téléphone et qui sont à leur trousse. Dont des gens de la police, dont tout le monde entier est après eux, avec les doutes de ce que c'est que de fuir, les doutes de devenir un super-héros, voilà. Et c'est ultra efficace, c'est super marrant. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a quelque chose un peu, tu sais, dans la fugue de We Can Never Go Home, qui était un comics qu'on a chroniqué il y a très longtemps, qui racontait aussi la fuite de deux adolescents, sans vraiment d'histoire de pouvoir, enfin pas de spoiler, mais voilà. Et là on a aussi, moi j'ai vraiment vécu ça, lu ça comme un hommage en fait même pas aux comics en fait, à la BD au sens large. Dans l'issue 2, il y a un des méchants du Thunderbolt Club qui chope le téléphone et qui se transforme en espèce de petit poney, un petit poney, mais genre tu sais, qui fait des arts martiaux, ouais. Et ça fait très Dragon Ball Z en fait, oui, très shonen. Miguel par la suite lui redécroche le téléphone aussi et se transforme en robot géant, c'est vraiment un méca, et chacun en fait dans leur case emprunte le style du genre en question. Donc on a un méca tout en noir et blanc, dans des très crayonnés, avec beaucoup de détails, et puis à côté de ça un truc avec beaucoup plus d'aplat, façon DBZ quoi, DBZ couleur. Et c'est vraiment super malin. En fait, à chaque transformation, on a la couverture d'un comics qui est insérée dans le récit, qui nous montre qu'est-ce que serait la couverture de ce héros en question. Même avec des références aux différents imprints de DC, parfois réels, parfois fictifs. On a des auteurs, on a des numérotations, on pense que c'est le 3, on pense que c'est le 16, enfin voilà. On a un flashback rapide d'une page sur l'origin story du dit héros, qui est à chaque fois genre complètement pété aussi, donc c'est ultra méta, et puis même un peu, auto-parodique. Le personnage de Summer se développe vraiment dans l'issue 3. C'est mon petit coup de cœur là, je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais avoir un comics un peu gogol, parce que l'histoire elle est un peu gogol. Mais en fait derrière il y a vraiment il y a beaucoup de passion quoi, dans le travail de ce duo d'auteurs. Je le recommande vivement. Je le recommande vivement. Je vous invite à me piquer
ce comics et à le lire. Je t'emprunterai ta tablette avec grand plaisir. Ouais, je regardais par-dessus ton épaule là encore durant la lecture, pendant que tu le lisais. Et graphiquement, oui, ça a l'air assez dingue. C'est assez chouette. Ces covers là, à chaque fois qu'ils s'insèrent dans le comic, c'est ultra chouette. Ça a l'air d'être ultra dynamique. Les personnages ont l'air très sympas. Et ce mélange, des fois, tu as le style graphique du coup de ce personnage. Et de cet hommage finalement qui vient s'insérer dans le style graphique du temps présent et de l'univers présent, c'est assez bien foutu, c'est très graphique, c'est très visuel, c'est vraiment chouette, j'ai vraiment envie de découvrir davantage ça. Je me posais la question, les moments où du coup le style graphique change, est-ce que c'est un autre dessinateur ? J'ai pas bien fait mes devoirs, mais je ne crois pas en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment le même auteur qui bascule de l'un à l'autre, et ça c'est assez ouf. Je suis assez impressionné. Ouais, ça donne vachement envie, ça a l'air ambitieux et se donner les moyens de son ambition. Ça a l'air généreux, ça confirme l'intérêt que je porte à l'auteur Sam Humphries depuis Blackbird, et j'ai un peu parcouru l'issue 1, et c'est vrai que ça a l'air d'être très drôle. Et ouais, là ça fait très très envie. Ouais, j'ai pas insisté là-dessus, mais l'écriture est vraiment très fine. Enfin, c'est rempli de blagues, mais vraiment bien amené quoi. C'est assez adulte quand même. Moi, ça me fait un peu penser c'est dans le ton aux Young Animals en fait, une autre série de DC. Et au fur et à mesure en fait parce qu'on part quand même vraiment dans l'action, mais notamment à l'issue 3, on découvre vachement plus la backstory de Summer, qui est finalement assez dark et vraiment bien amené. En fait, le début paraît un peu cliché, tu sais, les ados qui s'ennuient et tout, mais en fait, au long du road trip, ils se dévoilent, on comprend un petit peu plus ce qui leur est arrivé, quelles sont leurs motivations pour partir, pour quitter cette ville. Et en plus, c'est aussi un road trip à travers les villes fictives de DC, parce qu'on passe à Central City, parce qu'ils cherchent Flash, ils se disent ok, pour retrouver le téléphone en fait il nous faut Flash. Après ils visent en fait le QG de la Justice League, enfin sans jamais voir en fait les héros dont ils parlent. C'est aussi un voyage dans la mythologie de DC. Ça a l'air vraiment cool. Et c'est vraiment chouette. Bendis il réussit bien son coup là avec les Wonder Comics, parce que Naomi, enfin moi j'avais trouvé ça vraiment vraiment pas mal. Et c'était un peu pareil d'ailleurs, c'était en fait ils travaillent, Naomi elle a ce complexe de Superman, et en fait ils ont tous les deux, c'est tous les deux des adolescents qui ont une forme d'idolation, idolâtrie, enfin bref, ils sont assez fans de Superman et ils y voient une forme de réponse. Et derrière, en fait, bien sûr, le voyage va leur apprendre que c'est pas forcément les super-héros la réponse, etc. Il y a même un truc super intéressant dans Dial H, c'est que en fait, tous ces gens, donc le Thunderbolt Club, qui sont après le téléphone, en fait, c'est un peu tous comme des junkies qui veulent, en fait, ils veulent retrouver le téléphone parce qu'ils veulent revivre ce rush d'être un super-héros. Et en fait, ils se disent, non mais juste une fois encore, je veux être un super-héros une journée. Et du coup, on est dans un univers où voilà, les super-héros existent, puis il y a tous les gens comme toi et moi, tu vois, qui ont une vie normale. Et en fait, avoir été super-héros pour une minute, pour une heure, pour une journée, en fait, déprime les gens plus qu'autre chose. Tu vois, ça les met dans une position de ok, maintenant je sais ce que je ne suis pas. Et du coup, ils sont tous en quête d'identité, comme Naomi en fait. Tu vois. Après, Naomi a des origines qui sont un peu plus mystérieuses, mais là, on a un gamin, Miguel, qui lui, il pourrait avoir une origine, tu vois, avec des parents élevés par son oncle, des parents disparus, etc. Mais en fait, non, il a pas de pouvoir, il a rien. Et en fait, il va lui aussi développer cette forme d'addiction avec ce téléphone, tu vois. Et c'est malin en fait la manière dont c'est abordé, parce que c'est un peu plus dark que juste c'est cool, j'ai un téléphone, je peux être un super héros. Non, en fait c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Il y a plusieurs couches de psychologie. Et voilà, et les vilains en fait sont juste des gens qui veulent, comme le personnage principal en fait, qui veut revivre ce qu'il a vécu. Voilà, c'est ça. Et voilà, et un petit twist à la fin de l'issue 3 que je ne spoil pas, mais qui raccroche un peu toute la série à une mythologie. C'est assez cool. Coolos.
Je pense que c'est bientôt l'heure de l'apéro et il va falloir qu'on parte de cette plage. Ouais. Je crois que le barbecue du reste de l'équipe est terminé. On va pouvoir gentiment rentrer et puis préparer nos petites affaires pour la rentrée. Ça y est, il faut acheter les cartables. Il faut acheter le cartable. En plus, on a plein de beaux projets à mettre dans ce cartable. Il y a plein de surprises qui nous attendent pour la rentrée. On en dira plus sur les réseaux sociaux. Ouais, en temps et en heure. Et restez bien à l'écoute. Abonnez-vous sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Rejoignez le Bouya Comics Club, le club des gens privilégiés qui lisent des comics et qui sont aussi super sympas. Avant tout. C'est une super vraiment, communauté. c'est vraiment le pied. C'est Pipouland. Les gens sont très gentils entre eux et c'est ça qui est important. Et on vous souhaite une belle fin d'été. Lulu, qu'est-ce qu'on souhaite aux gens ? De lire de beaux comics, de continuer à partager les lectures et surtout mettez bien de la crème. C'est très important la crème, car c'est ce qui vous permet d'être toujours aussi beau. C'est ça. Voilà. On fait plein de poutous et d'ici là, Bouya!